Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Ardavan Amir Aslani, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous d'avoir êtes invité. Avocat au barreau de Paris et vous enseignez la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique. Et nous vous recevons à l'occasion de la publication de votre dernier livre intitulé La Turquie, nouveau califat avec un point d'interrogation. Ça paraît aux éditions de l'Archipel. Les Turcs votaient dimanche dernier pour une double élection, la présidentielle et les législatives. Pour la première, le président sortant Recep Tayyip Erdogan était annoncé plutôt en mauvaise posture. Plusieurs facteurs étaient avancés. La crise économique d'abord. L'impéritie du pouvoir dans la gestion du tremblement de terre dans le sud du pays en février dernier ensuite, mais aussi une forme d'usure du pouvoir. Pourtant, le chef de l'AKP est arrivé en tête dimanche, devançant de 4 points le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan est toutefois contraint à un second tour. Est-ce que ces résultats sont pour vous une énorme surprise ? Pour moi, non. Si vous voulez, les analystes français avaient pris leur désir pour la réalité. Ils avaient accordé une importance excessive aux enjeux économiques. C'est vrai, l'inflation à 60%. C'est vrai, baisse des investissements étrangers. C'est vrai, gestion catastrophique de ce tremblement de terre abominable qui a secoué le pays. Mais vous remarquerez que dans les provinces en question, dans les 5, Erdogan est arrivé en tête. Si vous voulez, le débat politique turc tourne autour de 3 thèmes. Le rôle de l'islam dans la société, la gouvernance politique et l'économie. Dans cet ordre-là ? Dans cet ordre-là. Et Erdogan étant islamo-nationaliste a monopolisé les 2 volets premiers, et l'opposition a basculé sur le 3e aspect, l'économie. Kılıçdaroğlu est même apparu à la télévision en montrant des oignons en disant que le pouvoir d'achat des Turcs baissait. Mais l'enjeu est ailleurs, parce que ces élections-là portaient sur une question civilisationnelle. 100 ans après la création de la République moderne turque, laïque et pro-européenne, on a aujourd'hui Erdogan, plus de 20 ans au pouvoir, une durée qui dépasse celle de Mustafa Kemal Atatürk et qui aujourd'hui incarne une volonté de revanche sur l'histoire. La volonté d'effacer l'humiliation du traité de Sèvres dans son esprit et la lettre du traité de Lausanne. La volonté de récupérer la position antérieure de la Turquie, pouvoir être la puissance dominante de la région. On le voit, le néo-ottomanisme se manifeste dans l'agressivité permanente turque en Méditerranée orientale, à l'encontre des Kurdes au nord de l'Irak, de la Syrie, des heurts quotidiens avec l'aviation grecque, des forages illicites en mer, mais de la Méditerranée orientale au large de Chypre et de Grèce. L'islamisme se manifeste, si vous voulez, par le rôle prépondérant de l'islam dans la société. Il est un frère musulman, sa femme porte le foulard, comme vous l'avez constaté, d'ailleurs qui est une arabe. Et donc c'est ce positionnement idéologique et ce positionnement à l'international qui a davantage compté que les résultats économiques du moment dans le pays. Beaucoup plus. Les Turcs, ça fait un siècle qu'ils vivent dans la frustration. Frustration issue la conséquence de l'humiliation de leur tentative d'intégrer l'Europe avortée, l'humiliation du regard condescendant de l'Europe. Ils ne cherchent qu'à la gloire, ils ne cherchent qu'à la fierté, voire même la vanité. Donc ces critères-là ont pesé largement plus que les critères économiques. D'ailleurs, Erdogan, à leurs yeux, symbolise cette gloire qu'ils aimeraient retrouver. Un homme qui regarde le président de la République française dans les yeux et qui l'insulte. Un homme qui C'est l'homme de la revanche turque ? C'est l'homme de la revanche par rapport au passé. C'est l'homme qui incarne aujourd'hui la fierté d'être turc. Il y a 30 ans, vous interrogez les Turcs. D'où venez-vous ? C'est par le bout des doigts qu'ils lisaient la Turquie, qui était l'enfant vraiment malade de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde craint Erdogan. Tout le monde craint sa marine, qui illumine et qui pointe ses canons sur la marine française, qui est une entité, si j'ose dire, quasi extraterrestre dans le paysage géopolitique de cette partie du monde. Est-ce qu'il est en position de force pour le second tour qui aura lieu le 28 mai prochain ? Je pense qu'il est déjà élu. Si vous voulez, il a raté le premier tour à 49,49% des voix. C'est-à-dire qu'il lui fallait à peine un demi-point pour passer. Qu'est-ce qui reste ? L'opposition a fait la réserve de ses voix. Ils sont arrivés au max avec 90% de participation, si vous voulez, un taux qui ferait pâlir de honte les Européens. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Les nationalistes, le parti MHP, ultranationaliste, anti-immigrés, anti-réfugiés, et ils vont apporter, si vous voulez, leur suffrage exclusivement sur Erdogan, comme ils l'ont fait en 2018. Il a été élu avec le soutien des nationalistes. Donc aujourd'hui, pour moi, ça ne fait aucun doute. Il est incontestablement un ballottage extrêmement positif. Alors Erdogan brigue dans ces élections un 3e mandat présidentiel. Est-ce que sa base électorale dans ces élections est à peu près la même que celle sur laquelle s'est bâti le succès de son parti, l'AKP, depuis 20 ans ? Absolument. Si vous voulez, rappelons un peu l'histoire. Atatürk, quand il est arrivé, il était entouré par 20 000 personnes qui partageaient sa volonté de modernité,
d'humanité, de démarche vers l'Europe, d'état de droit, de laïcité. L'immense majorité des Turcs de l'Anatolie étaient illettrés et totalement ancrés dans la tradition islamique et sociale de ce pays. Erdogan, 20 ans de pouvoir, a fait en sorte à ce que cette paysannerie anatolienne, sans bourgeoise, garde ses valeurs traditionnelles et vote pour lui. Et ces gens-là sont présents et ils ont amené Erdogan au pouvoir et ça fait 20 ans que ça dure. Ça passe par du clientélisme ? Non, ça passe par une communauté d'intérêts, ça passe par une volonté, si vous voulez, de partager un même type de gloire, nonobstant le fait que les 10 premières années de ses 20 ans de règne, il a consacré la chose à des dépenses budgétaires pharaoniques dans le domaine de la construction, qui a donné du travail, énormément de travail, à cette paysannerie et qui leur a permis de sortir, si j'ose, de la pauvreté. Ils sont reconnaissants et de surcroît, ils partagent les valeurs civilisationnelles d'Erdogan. Le scrutin, vous le disiez tout à l'heure, du premier tour a été marqué par la mobilisation massive des électeurs avec une participation qui frôle les 90%. Qu'est-ce que ça dit de la vitalité démocratique turque et comment s'est passé de ce point de vue-là la campagne électorale alors que vous pointiez dans votre livre le risque d'hystérisation des débats, notamment sur la question des réfugiés syriens ? Non, mais bien sûr, la question syrienne est très importante. D'ailleurs, la personne qui est le troisième homme de ces élections a obtenu plus de 5% des voix. C'est dire à quel point le regard de la population turque sur la question de réfugiés syriens est un regard agressif. Mais on est loin de l'hystérie, parce qu'on l'a constaté, malgré l'enjeu majeur de ces élections civilisationnelles, globalement, ça s'est merveilleusement bien passé. Il n'y a pas eu de meute, il n'y a pas eu de difficultés, les urnes ont été correctement présentées aux commissions électorales, il n'y a pas eu de problème. L'hystérisation, si vous voulez, ça vient d'abord par rapport à l'Europe, parce que Erdogan et son camp ont une haine réelle de l'Europe. D'ailleurs, pareil que l'Iran, pareil que la Chine, pareil que la Russie, ces empires émergents profondément convaincus du sens de leur destin, qui voient en l'Europe un continent qui se désintègre, qui se délite, qui se déclasse. On a relevé, notamment pour revenir sur la question de la campagne électorale, des différences importantes en matière de temps de parole des candidats. Entre le 1er avril et le 11 mai, sur la chaîne publique TRT, le temps de parole du président sortant Erdogan avait été de 48 heures et seulement de 32 minutes pour son concurrent. Quel rôle jouent les médias aujourd'hui dans la stratégie de communication d'Erdogan pour toucher ces populations dont vous parliez tout à l'heure ? Un rôle majeur. C'est même pas le rôle des médias, c'est le monopole que l'AKP, le parti d'Erdogan, exerce sur les médias. Rappelez-vous qu'en 2016, quand il y a eu cette tentative de coup d'État avorté, il a profité de la chose pour décapiter l'armée, l'université, les médias, la haute fonction publique, et pour remplacer les personnes évincées ainsi du pouvoir, des personnes qui étaient inféodées soit à sa pensée idéologique, soit qui relevaient de son camp. Donc il contrôle tous les rouages du pouvoir. Mais c'est pas pour autant, si vous voulez, qu'il aurait pu perdre s'il ne maîtrisait pas les médias. Parce qu'il incarne tellement cet enjeu civilisationnel, ce retour au passé fantasmé de l'Empire ottoman, cette gloire qu'il ait eu 30 minutes ou 40 heures, il aurait été élu de toute façon. Alors vous insistez dans le livre sur la dynamique d'hyper-présidentialisation du régime turc qui a été accélérée, vous le répétiez à l'instant, depuis le putsch raté de 2016. Mais cette idée est, ajoutez-vous, présente dès l'origine dans la doctrine de l'AKP d'Erdogan. C'est l'idée du président sultan. Expliquez-nous ce point-là en particulier. Si vous voulez, dès lors qu'on est d'accord avec la présence comme donne permanente dans le paysage politique turc du nationalisme ultra, ce nationalisme doit être incarné par un personnage charismatique. Donc Erdogan incarne parfaitement la chose. D'ailleurs, la nature présidentielle du pouvoir par rapport au passé parlementaire, c'est la conséquence d'une réforme constitutionnelle qui a eu lieu et qui a été soumise au suffrage universel des Turcs. Aujourd'hui, dans la mentalité, si j'ose dire, d'Erdogan et de son camp, le pays doit être dirigé par un homme fort, comme ça l'a toujours été, que ce soit sous l'Empire qui concentre tous les pouvoirs autour de lui. Tous les pouvoirs militaires, incarnation de l'État, décisions économiques autour de lui, comme ça a été le cas sous l'Empire ottoman, comme ça a été le cas sur les 60 ans des 100 ans de République turque, puisque le pays a toujours été quasiment dirigé par des militaires. Par-delà leurs différences, est-ce que le régime d'Erdogan est une référence pour d'autres régimes libéraux dans le monde ? Ça a pu l'être les 10 premières années, puisqu'il incarnait une certaine vision démocratique, il incarne une certaine croissance économique assez surprenante. Donc c'était le pays musulman qui est capable d'être en même temps une démocratie et un exemple de réussite démocratique. Ça a changé maintenant. Ça a changé notamment avec l'affaire Khashoggi, puisqu'il a utilisé à l'époque l'affaire Khashoggi pour distiller des informations quotidiennes dans les journaux et dans la presse, afin de ridiculiser et de nuire à l'Arabie Saoudite. Sauf que les difficultés économiques ultérieures l'ont contraint à tendre la main vers les Saoudiens, les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, afin d'obtenir leur soutien en matière financière. Mais Erdogan, frère musulman, et se rappelant que les deux villes saintes de l'islam, Mecque et Médine, étaient sur territoire
turc ottoman pendant des siècles et des siècles considère qu'il a autant de légitimité que les pétromonarchies arabes du Golfe Persique à vouloir assurer le leadership du monde musulman sunnite. D'ailleurs, des conflits l'ont opposé à ces pays-là, notamment l'affaire libyenne, où il est arrivé en soutien du gouvernement Serraj à Tripoli et contre le candidat des pétromonarchies arabes, c'est-à-dire le maréchal Haftar. Est-ce qu'on pourrait dire, partant de là, que à Riyad, par exemple, le maintien au pouvoir d'Erdogan n'est pas forcément une très bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle parce que pour l'instant, il se calme, si j'ose dire, sur la question sunnite, mais il suffit que l'économie s'améliore. Et cette année, ça s'est amélioré puisqu'ils ont eu un taux de croissance de 5,5%. Si ça s'améliore, il va de nouveau partir dans ses revendications vindicatives au niveau de leadership, non seulement du monde musulman sunnite, mais également de tous les peuple turcophone. N'oubliez pas qu'après le néo-ottomanisme et l'islamisme de sa pensée, il y a un troisième volet qui est le pan-turquisme, d'où le soutien qu'il a apporté à l'Azerbaïdjan dans le conflit abominable qui a opposé ce pays-là à l'Arménie et qui a abouti à ce que l'Arménie perde la région du Haut-Karabakh. Il a envie de creuser un corridor à travers le territoire souverain de l'Arménie pour permettre aux Turcs, à l'armée turque, d'avoir un accès terrestre au Sud-Caucase, Nord-Caucase et de là jusqu'à l'Asie centrale, et entourer de la sorte l'Iran. Je le disais en ouverture, les élections législatives se tenaient également dimanche dernier. L'alliance au pouvoir, donc l'AKP, et son allié, le Parti de l'Action nationaliste MHP, ont obtenu une majorité parlementaire. Quel est le poids du MHP dans cette victoire? Quel est le poids? Oui, le poids est très conséquent. C'est le faiseur de roi. Aujourd'hui, l'AKP ne pouvait contrôler l'Assemblée tout seul. Il a fallu qu'il s'allie avec les nationalistes. De même, il ne pourra remporter les élections présidentielles à l'occasion d'un deuxième tour qui vient dans quelques jours qu'avec le soutien nationaliste. Mais il est sur la même longueur d'onde, puisque ce qui distingue en fait Atatürk d'Erdogan, c'est le volet islamiste. Les deux sont ultranationalistes. Il est ultranationaliste et il est islamiste sur quoi? C'est un nationaliste islamiste. Donc il est en parfaite coordination de pensée avec le parti du MHP ultranationaliste. Est-ce que le MHP a également des ambitions internationales, d'expansionnisme turc? L'islamo-nationalisme d'Erdogan rencontre un écho favorable chez MHP parce qu'ils ont envie de renégocier, par exemple, les dispositions du traité de Lausanne. Il y a des îles qui sont à quelques centaines de mètres de territoire souverain de la Turquie et à quelques kilomètres de la Grèce. Il se dit pourquoi est-ce que ces îles sont grecques et pas turques? Il est allé négocier avec la Libye une réallocation des ressources naturelles en mer Méditerranée pour aller forer dans des eaux qui relèvent de la zone d'exploitation exclusive en mer de Chypre. Bien sûr qu'ils ont une volonté territoriale. D'ailleurs, le soutien qu'il apporte à l'Ukraine a pour contrepartie sa volonté de donner à la Turquie son mot à dire sur la question des Tartares en Crimée. Ardavan Amirasani, je rappelle le titre de votre dernier livre, La Turquie, nouveau califat, publié aux éditions de l'Archipel. Le candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a revendiqué publiquement pendant cette campagne son alévisme du nom d'un courant religieux minoritaire en Turquie. Dans quelle mesure cet élément a pu jouer dans la mobilisation de l'électorat attaché aux valeurs islamistes? Alors, c'était négatif pour lui, parce que, d'ailleurs, son côté pro-kurde a été négatif pour lui. D'abord, les alévis, si vous voulez, sont une minorité en Turquie. Ils représentent au grand maximum entre 15 et 20% de la population turque. Ils ne sont pas en ordre de sainteté. De même, son penchant vers les Kurdes, si vous voulez, ne l'a pas arrangé, parce que dans l'inconscient collectif des Turcs, les Kurdes sont collectivement des terroristes et ils menacent, si vous voulez, la Turquie d'une deuxième division à travers une indépendance projetée par les Kurdes. Donc il s'est accroché à deux thèses qui ne l'ont pas servi. Les alévis, c'était une erreur électorale? C'était, à mon sens, une erreur de positionnement au moins. Alors vous insistez dans le livre sur le regard de l'autre, sur la Turquie, sur le poids de ses perceptions, sur la manière dont les Turcs eux-mêmes se représentent comme nation, comme État, comme puissance dans le monde. De manière schématique, comment est-ce que vous considérez que l'image des Turcs et de la Turquie a évolué en Europe depuis, disons, la fin de la Première Guerre mondiale? Regardez, à la fin de la Première Guerre mondiale, la Turquie, c'était l'enfant malade de l'Europe. Le pays qui perdait tous les jours du terrain militaire, des territoires, le défaut de gouvernance, etc. Aujourd'hui, la Turquie fait peur. Quand vous avez la marine française, le bâtiment Courbet, qui, dans le cadre d'une mission qui lui est octroyée par l'OTAN, interpelle un bâtiment turc, il y a un navire de guerre turc qui vient, qui pointe ses canons sur le bâtiment français se retire. La Turquie qui dit aux Grecs, un jour vous allez vous réveiller, nous on aura débarqué la veille. La Turquie qui incarne la puissance, qui vend des drones ultra performants à l'Ukraine, qui fait mal à l'armée russe. La Turquie qui est une donne militaro-industrielle incontestable, qui dispose de sa propre industrie d'armement. Qui ose même transposer sur la base de l'OTAN à Incirlik en Turquie des missiles antiaériens
S-400 russes à côté des F-16 américains. C'est dire à quel point il a une dimension pragmatique où il place dans son esprit l'intérêt de la Turquie au devant de toute chose. Ce qui, à mon sens, va entraîner, après sa réélection, la sortie de la Turquie de l'OTAN, avec les conséquences qu'elle avait Ça a été évoqué pendant la campagne ? Il a toujours dit qu'on n'est pas les larbins, et un jour avant le vote du premier tour, il a qualifié l'Occident de continent qui s'immisce dans les affaires turques. Le lendemain de sa victoire au premier tour, il est arrivé, il a cité la France, l'Allemagne, les journaux de ce pays, pour dire que vous avez tous voulu que je sois battu. C'est pas le cas. Il a accusé Biden aussi de la Suède dans l'OTAN a fait réagir. Il bloque aujourd'hui, mais ça c'est sa qualité de membre de l'OTAN pour l'instant. Il bloque la Suède parce que la Suède refuse, si vous voulez, de renvoyer, d'extrader vers la Turquie quelques opposants kurdes. Mais c'est la politique de chantage qu'il ne cesse de déployer. On l'a bien vu avec la question des réfugiés syriens et afghans sur son territoire. Il a fait payer l'Europe 6 milliards d'euros pour qu'il les garde sur son territoire. Il a bloqué l'accès à l'eau de la Syrie pour récupérer Denktash. C'est quelqu'un qui a systématiquement recours à la politique du fort face à ce qu'il perçoit comme étant de la décadence occidentale. Sans quoi il n'a pas totalement tort. Est-ce une menace stratégique pour l'Europe ? C'est une menace stratégique pour l'Europe, bien sûr. Imaginez qu'il y ait demain une guerre entre la Serbie et le Kosovo, qui, à mon sens, est inéluctable, vu ce qui se passe aujourd'hui dans ces deux pays. Et la Turquie prend fait et cause pour le Kosovo. Qu'est-ce va faire l'Europe avec un deuxième foyer de guerre qui existe sur place, en plus de l'Ukraine? L'Europe sera mal. Donc, effectivement, la Turquie, c'est une menace militaire pour l'Europe. Les dépenses militaires turques sont intensifiées ces dernières années, de ce point de vue-là ? Les dépenses militaires turques ne cessent d'augmenter depuis 20 ans. D'ailleurs, ces drones ultra performants sont des drones qui sont gérés par son gendre, un ancien de MIT, qui est particulièrement accro à la chose. On parlait des perceptions, des représentations géopolitiques il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée au pouvoir en 2000 de l'AKP a marqué une véritable rupture dans la perception de la Turquie en Europe et en particulier en France ? L'arrivée au pouvoir d'Erdogan, c'est l'arrivée au pouvoir de l'anti-Atatürk. C'est quelqu'un qui se positionne comme étant à l'exact opposé de ce que fut naguère la Turquie. Jusqu'à l'arrivée de Erdogan au pouvoir, la Turquie c'était un pays qui était dirigé tous les 10 ans par des militaires qui cédaient le pouvoir aux civils, de nouveau par les militaires et ainsi de suite. Erdogan a solidifié le pays autour d'un régime ultra centralisé, présidentiel, autour de sa personne. C'est pas certain que cette nature juridique puisse continuer après Erdogan, mais pour l'instant ça continue avec lui à sa tête. Donc l'Europe aujourd'hui regarde la Turquie avec crainte. Comment Erdogan est perçu par les diasporas turques en Europe, notamment en Allemagne ou en France ? C'est leur héros national. 3,7 millions Turcs en Allemagne, un petit million en France. Globalement, si vous regardez les intentions de vote et les votes dans le passé, 65% des Turcs de la diaspora ont voté pour Erdogan. C'est leur héros national. Donc c'est dire, si vous voulez, que cette lame de fond qui traverse la Turquie est majeure. Un autre exemple en la matière. Le candidat de l'opposition, Kılıçdaroğlu, qui incarne le parti kémaliste, si vous voulez, il a lui-même proposé que le droit du port du foulard soit un droit constitutionnellement protégé. Dire que l'islam, c'est vraiment une lame de fond qui secoue le pays. Comment est-ce que vous définiriez le néo-ottomanisme qui est, selon vous, l'un des 3 grands axes de la politique d'Erdogan ? C'est surtout un regard vers l'est de la Méditerranée. C'est renégociation du traité de Lausanne sur la question des îles, des eaux territoriales, à la question chypriote, la question kurde au nord de l'Irak, au nord de la Syrie, et également une volonté de marquer la présence turque dans la région par la force et par la puissance militaire. Est-ce que c'est la conséquence du volte-face européen, et notamment français, sur la question d'une éventuelle intégration de la Turquie Oui, tout cela a participé, si vous voulez, dans la frustration de la population turque et dans leur déception par rapport à leur démarche vers l'Europe qu'ils ont menée pendant 20 ans. Imaginez un peuple à qui on répète à longueur de journée qu'on va devenir un pays européen, qui finalement, au bout de 20 ans, c'est clair que ça ne sera jamais le cas. Eh bien, ça encourage, si vous voulez, les velléités d'un regard davantage vers l'Est que vers l'Ouest. Et ça participe effectivement à l'avènement du néo-ottomanisme, mais également au pan-Turquie, c'est-à-dire la volonté de la Turquie de renouer avec ses origines altaïques de l'Asie centrale. Ce qui est très intéressant dans votre livre, Erdogan Amir Aslani, de ce point de vue-là, c'est que vous mettez en avant aussi que cette ambition d'une politique d'expansion et d'influence dans l'espace turcophone rejoint, et ce n'est pas un hasard, insistez-vous, les contours des routes énergétiques. Expliquez-nous l'intérêt pour les Russes, pour les Turcs, pardon. Les Turcs aujourd'hui sont dans une situation de dépendance énergétique majeure. Ils sont fournis par l'Iran, ils sont fournis pour partie par l'Irak et pour partie par les Russes. Donc ils veulent, si vous voulez, être à même de contrôler des gisements miniers d'hydrocarbures et en tout cas contrôler les voies d'accès et l'acheminement de ces
ces énergies afin de pouvoir compenser avec l'absence de ces ressources sur leur territoire national. Donc effectivement, ça a toujours été un élément important dans sa réflexion géopolitique. Mais c'est le point le plus important ou il faut mêler ça aussi des questions identitaires Non, c'est un moyen qu'Erdogan a identifié afin de contrôler, si vous voulez, la question énergétique. Déjà dans un premier temps pour son propre pays, mais également question énergétique pour l'Europe. Aujourd'hui, avec la question ukrainienne, le gaz et le pétrole russe ne vont plus arriver vers l'ouest. Ils vont fournir la Chine à l'est. Donc la Turquie va être le seul moyen, si vous voulez, d'accès de l'Europe aux ressources minières d'hydrocarbures à bas coût qui viendraient du Moyen-Orient. En contrôlant, si vous voulez, ces ressources-là et ces chemins d'acheminement, la Turquie va pouvoir davantage exercer son pouvoir géopolitique sur l'Europe. On a dit un mot tout à l'heure des réfugiés syriens dans le cadre de cette campagne électorale turque. Sur le plan diplomatique, la Turquie et la Syrie tiennent depuis quelques semaines des pourparlers de normalisation, sous médiation à la fois russe et iranienne. C'est un autre aspect de la réintégration globale de Damas dans le concert diplomatique de la région. Si vous voulez, ça fait plus de 10 ans que la Syrie a été mise au bord de la communauté internationale. La France a été le premier pays occidental à fermer son ambassade. 10 ans plus tard, on constate qu'on est totalement hors jeu aujourd'hui. La France n'a plus son mot à dire. Et effectivement... Vous êtes d'ailleurs favorable, une petite parenthèse, à la normalisation, en tout cas le retour du dialogue entre la France et la Syrie. Si vous voulez, la géopolitique est une question de pragmatisme et non pas de vœux pieux et d'idéologie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Assad tient la Syrie. La seule chose que Assad ne tient pas, c'est la poche d'Idlib, contrôlée par les Turcs. Et les Turcs sont en train de négocier avec Assad la restitution de cette poche. Donc dès lors qu'on constate qu'il y a un pouvoir qui tient fermement un territoire, il faut en tirer les conséquences qu'il faut. D'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, les Saoudiens l'ont pensé, les Émiratis, le Bahreïn, l'Égypte, tous ces pays-là ont voté pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe et dans la communauté internationale. Donc les seuls pays, si vous voulez, qui vont continuer à garder un œil négatif sur la question vont être ceux qui sont aujourd'hui hors jeu, la France en tête. Et donc ça passe par la réouverture de l'ambassade de France à Damas ? C'est inéluctable, c'est une réalité. Si vous voulez, en géopolitique et en diplomatie, on n'est pas obligé d'aimer ses interlocuteurs. On est juste obligé d'avoir une présence et des relations dans les échanges. Si on n'a pas d'échange, si on n'est pas présent, on devient irrelevant, comme les Anglais, hors sujet. Dans quelle mesure les intérêts d'Ankara et de Téhéran, d'abord sur ce dossier syrien, sont aujourd'hui un peu moins divergents peut-être que dans le passé ? Si Assad a réussi à tenir, c'est uniquement et exclusivement grâce à l'Iran. Parce qu'avant même que la Russie fasse éruption sur la scène militaire syrienne, l'Iran était présent. Ce sont les proxys iraniens, c'est les gardiens de la révolution qui ont maintenu Assad au pouvoir. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran et la Turquie, qui sont deux pays concurrents, il faut se le rappeler, deux pays concurrents sont sur les mêmes longueurs d'onde sur le retour d'Assad dans la communauté internationale. Les enjeux changent. Et puis l'Iran et la Turquie sont également motivés par une haine de l'Occident et une volonté de réduire l'Occident et une peau de chagrin. Est-ce que la Turquie inquiète globalement l'Iran ? La Turquie inquiète l'Iran parce que la Turquie, avec sa volonté pan-turquiste, finira par encercler l'Iran par le nord, par l'Asie centrale. L'Iran a lui-même un argumentaire en la matière, puisque si la Turquie joue la carte linguistique, qui est davantage une sorte de chimère qu'une réalité, les Iraniens jouent la carte civilisationnelle, puisque tous ces pays-là étaient à un moment ou à un autre membres de l'Empire persan. Et d'ailleurs, les gloires de ce pays-là sont tous des personnes qui n'ont écrit qu'en persan. Donc, à brève échéance, l'Iran et la Turquie vont entrer dans une concurrence frontale. On connaît la position israélienne, saoudienne, émiratie ou américaine sur la militarisation du programme nucléaire iranien. Qu'est-ce qu'en pense la Turquie ? La Turquie, si vous voulez, n'est pas inquiète tellement aujourd'hui par la question iranienne, parce que ça fait plus de 3 siècles que les frontières de l'Iran et de la Turquie ne sont pas contestées. D'ailleurs, ce sont les seules frontières de l'Iran qui ne sont pas contestées. La Turquie ne se sent pas menacée. Mais en même temps... C'est un élément de puissance malgré tout, le nucléaire. Oui, pour l'Iran, ça l'est incontestablement. La Turquie, d'ailleurs, a déclaré récemment que c'est la centrale nucléaire qu'ils ont inaugurée il y a 2 semaines avec la présence via visioconférence de Poutine ne sera pas la dernière. Quel va être l'usage qu'ils vont faire du fuel utilisé par ces centrales? Est-ce qu'ils vont partir vers la quête de nucléaire militaire? Je ne sais pas. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut imaginer en cas de... L'Iran est au seuil du nucléaire. Les Turcs ne peuvent pas accepter que leurs voisins, avec qui ils peuvent se retrouver à terme en concurrence frontale, soient nucléairement armés et pas eux. Donc ça va partir dans ce sens-là. Les Saoudiens pourraient faire pareil ? Les Saoudiens n'ont pas le niveau technologique, n'ont pas le savoir-faire scientifique nécessaire pour le faire, mais ils ont leur propre bombe, qui est la bombe pakistanaise. Donc quelque part, ils voudront eux aussi être armés de la chose, dans un souci d'équilibre. Ce qui ne va pas rendre le quartier du Moyen-Orient un quartier particulièrement sécure. Pour terminer, ces derniers mois ont été le théâtre d'un rapprochement, d'une détente entre la Turquie et Israël après plusieurs années de crise. Qu'est-ce qui justifie, du point de vue turc évidemment, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui,
aujourd'hui ce rapprochement avec Israël, ou en tout cas cette détente? Le pragmatisme, même titre que les Saoudiens. Les Saoudiens ont regardé la question iranienne, ils ont vu que personne n'a réussi à arrêter la démarche nucléaire de l'Iran. L'Iran continue à marquer sa présence dans tout le Moyen-Orient avec ses proxies, donc on a intérêt à s'entendre avec une puissance qui est là et qui, semble-t-il, va durer dans le temps, plutôt que de rester dans une situation conflictuelle avec l'Iran et ne pas pouvoir allouer les ressources économiques nécessaires au développement de la ville nouvelle de Neom ou le projet 30 de MBS avec le monopole de leurs ressources que la guerre au Yémen représentait. La Turquie, pareillement, la Turquie, voyant les difficultés économiques que le pays rencontre, un besoin, si vous voulez, de proximité avec Washington, considère, à juste titre d'ailleurs, qu'une proximité avec Israël est à son avantage économique. Donc il n'y a pas de revirement idéologique de la part d'Erdogan? Non, Erdogan c'est un islamiste, si vous voulez. Erdogan c'est un islamiste et incontestablement antisémite. On ne peut pas être islamiste ultranationaliste et dire qu'on est sémitophile. Il l'est. Sauf qu'il a la capacité de se taire lorsque les intérêts supérieurs de son pays l'exigent. Et il considère aujourd'hui, comme beaucoup de pays arabes de la région, que la voie de la stabilité économique pour eux, l'accès vers Washington passe par Jérusalem. Donc ils optent vers une démarche conciliatrice avec ce pays. Est-ce qu'on a observé une évolution de la ligne américaine des administrations Biden par rapport à son prédécesseur Trump sur la question de la relation avec la Turquie? Si vous voulez, Biden, c'est quelqu'un qui est d'une proximité extrême avec Israël, malgré le fait que ce soit un démocrate. Donc on a cru qu'il allait être un Obama bis, mais en fait, non. Biden, c'est quelqu'un qui a une attitude un peu craintive à l'égard de la Turquie, motivée par deux choses. La proximité de la Turquie avec la Chine, et c'est également la crainte que la Turquie quitte l'OTAN, ce qui va vider l'OTAN de ses forces vives dans le combat terrestre. Ça peut être la prochaine grande crise avec la Turquie? Ça ne sera pas une crise parce que c'est une sortie volontaire, mais ça sera un vrai problème puisque ça finira par affaiblir l'OTAN. La volonté des Américains sur la question ukrainienne, c'est quoi? C'est de bâtir une nouvelle nation ukrainienne de manière à pouvoir définitivement arrêter la démarche vers l'ouest de la Russie. Eh bien, avec la Turquie qui quitte l'OTAN, les capacités défensives de l'OTAN vont être amoindries. Même si je pense qu'aujourd'hui, la Turquie est un membre de l'OTAN, on n'a rien vu de la proximité turque avec l'OTAN. Ils sont autant proches des Russes qu'ils sont des Américains. Qu'est-ce qui pourrait empêcher, ce sera ma dernière question, la Turquie de quitter l'OTAN? Un départ d'Erdogan? Alors, la seule chose qui pourrait empêcher la chose, c'est le départ d'Erdogan. La seule chose. Mais si vous voulez, la région est dans une situation de pré-bouleversement avec ce que je pense va arriver, contrairement à toute attente, c'est-à-dire le retour de l'Iran dans le concert des nations. Les signes sont là. Les Américains ont ordonné aux Sud-Coréens de libérer les 7 milliards d'euros des Iraniens bloqués dans ce pays. Il y a les prémices d'une sorte de dialogue entre l'Iran et les États-Unis qui se présente, non pas sur le renouveau de l'accord nucléaire, mais sur un accord régional qui pourrait se déployer. L'accord entre les Saoudiens et les Iraniens ne pouvait se faire sans au moins l'accord tacite des Américains et sans l'information préalable des Israéliens. Donc on ne voit pas les choses hurler à nos yeux dans les médias, mais je suis assez convaincu que sous les radars, il y a des discussions assez intéressantes qui se poursuivent. La Turquie, nouveau califat, c'est publié aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup Ardavan Amir Hassani d'avoir été avec nous. Merci, et à très bientôt sur Radio J. de m'avoir invité.